Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Adato, cofondatrice de WAGMI Trends et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un monde où les compétences se transforment aussi rapidement que la technologie, où l'apprentissage continu devient la clé pour prospérer dans le nouveau monde du travail. C'est dans cet espace dynamique de la transformation numérique que nous nous aventurons aujourd'hui. Nous accueillons Erwan Hérault, cofondateur de Wold, expert en conseil pour l'innovation digitale et des écosystèmes Web 2.0 et Web 3.0. Salut Erwan. Hello la team. Ainsi qu'Alexandre Fabre, secrétaire général, directeur de la communication et marque employeur de DocaPost. Bonjour. Ensemble, nous allons décrypter comment la transformation numérique bouleverse les compétences et les métiers et ce que cela signifie pour survivre et prospérer dans le nouveau monde du travail. Pour m'accompagner et nous offrir une perspective plus concrète sur ce sujet et les défis qui l'accompagnent, Olivier Senot, directeur de l'innovation de DocaPost. Olivier, c'est à toi. Bonjour Marine, bonjour Erwan et bonjour Alexandre. Dans l'univers du digital, être bon ne suffit pas. Il faut être exceptionnel. Voilà qui donne le ton de ton approche du business, Erwan. Ton passage au Metropolitan College of New York n'y est peut-être pas étranger. Associé chez Brands, cofondateur de Wold et du club Metaverse, tu navigues dans le digital comme un poisson dans l'eau, toujours devant, explorant les arcanes des innovations et du Web 3 pour les transformer en business. Tu es plus proche d'un alchimiste que d'un CEO. Tu as pris une place à part dans l'univers des agences ESN Web 3 en mêlant la stratégie avec l'opérationnel. Nous avons hâte de découvrir comment tu deviens incontournable sur ce marché en l'espace de 2 ans. Erwan, nous t'écoutons. Alors messieurs, pour démarrer, je vous propose un quiz dont le sujet est évidemment la transformation numérique et le bouleversement des compétences. Êtes-vous prêts ? On est prêts. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, en 2022, selon vous, quel pourcentage du marché numérique les ESN représentent-elles ? 24,5%, 52,4%, 42,5% ou 25,4%. C'est extrêmement précis. C'est une question pour Erwan. Moi, j'aurais tendance à dire la réponse B. Bravo Erwan. C'est la réponse B. C'est la réponse B. Les ESN, les entreprises de services du numérique, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, ont généré un chiffre d'affaires de 31,9 milliards d'euros, représentant 52,4% du marché du numérique en 2022. Deuxième question, combien de postes dans le secteur numérique n'étaient pas pourvus en 2022 selon l'Institut Montaigne ? 10%, 6%, 20% ou 15%? C'est une question pour Alexandre, ça. Une question pour Alexandre. Je me sens bien, ça. Moi, je dirais très très peu, donc entre 10 et 20% maximum. Ouais. Erwan ? J'aurais tendance à suivre Alexandre, c'est lui l'expert. C'est lui l'expert. Effectivement, 10%. C'est plutôt les entreprises qui ont du mal, à mon avis. Mais, C'est plutôt, oui, c'est ça, c'est plutôt les entreprises qui ont du mal et ça souligne effectivement la tension sur le marché de l'emploi dans ce secteur. Troisième question, quel est le pourcentage de femmes employées dans le secteur de la tech selon les études les plus optimistes ? 25%, 48%, 30% ou 40%. C'est une question pour qui ? moi, je dirais 25%. Ouais. Parce que oui, 25%. Ouais, c'est ça. C'est encore un secteur où il y a beaucoup moins de femmes que sur le monde du travail en général. Sachant qu'il n'y a que 19% des femmes qui choisissent la filière scientifique à l'issue du bac, elles ne peuvent pas être beaucoup plus dans l'environnement professionnel. Oui, effectivement. Alors moi, je suis plutôt fier d'annoncer que chez Wold, on a une majorité de femmes. Alors on n'est pas que sur des métiers ultra tech, on est aussi autour du produit et des problématiques liées au digital marketing. Mais on a un petit peu plus de 55% de femmes chez Wold sur une centaine de consultants. Donc on est content d'essayer en tout cas d'augmenter ce pourcentage.
C'est bien, ça vous contredisait totalement les chiffres. Exactement. Bravo. Et la réponse, c'est effectivement 25%. Malgré l'importance de la diversité pour l'innovation et la justice sociale, les femmes ne représentent que 25 à 28% des employés dans les secteurs de la tech. Et donc, c'est évidemment considéré comme insuffisant. Alors maintenant que nous sommes au point avec les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent de l'avenir de l'emploi au prisme du numérique. Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur le sujet. Magnéto. Comment penses-tu que le numérique change les métiers d'aujourd'hui ? Il le révolutionne, à mon sens, plus rapidement que le marché ne répond. Pourquoi ? Je pense surtout à l'IA, au LLM. C'est évident qu'il y a de nombreux métiers qui, à l'heure actuelle, peuvent être remplacés par ces technologies. Donc il y a un réel intérêt à faire évoluer, je pense, faire monter en compétences les collaborateurs et leur trouver un axe de différenciation par rapport notamment à des tâches répétitives. Je pense que le numérique change les métiers d'aujourd'hui car aujourd'hui ça nous permet d'être plus en contact plus facilement avec le monde entier de manière assez instantanée. Pour être honnête, tout se tourne vers la technologie. Donc je pense que les métiers vont être obligés de s'adapter. Et donc tout ce qui passe par application, etc., on va avoir besoin de tout ce qui est métier dans ce sens-là en tout cas. As-tu déjà utilisé une application ou un outil en ligne qui a complètement changé ta façon de travailler ou d'apprendre ? Oui, tout à fait. ChatGPT, donc j'en parlais un peu précédemment, les LLM. J'allais dire les mails, tout simplement. On utilise Trello. Trello, c'est super pour structurer ses idées, pour gérer les tâches avec les différents collègues, etc. quoi. Du coup, l'intelligence artificielle au travail, ça te rassure ou ça t'inquiète ? Personnellement, ça me rassure, étant donné que je suis assez jeune et que potentiellement j'ai pour vocation à lancer des entreprises. Ça me fait un peu flipper, je ne l'ai pas encore utilisé, je travaille dans l'événementiel et je sais que de plus en plus les agences s'en servent, mais j'ai pas encore vraiment d'avis, c'est un peu flippant, c'est tout. Au début, ça peut faire peur, on a de nombreuses personnes qui sont réfractaires à ça, mais on va être obligé de faire avec. Il y en a qui ont tendance à penser que ça peut, supprimer des boulots, des emplois, etc. Mais à l'inverse, je pense que ça va être, comme on a dit tout à l'heure avec la technologie, on va être obligé de faire avec. Et ça peut aider, ça peut plus qu'aider en tout cas. Alors, messieurs, avez-vous des réflexions à nous partager ? Super intéressant. On voit déjà qu'il y a une grande disparité entre l'utilisation de ChatGPT et l'utilisation des mails. On voit que le curseur n'est pas le même en fonction des personnes, ce qui est assez logique parce qu'on est plus ou moins impacté par l'essor de ces produits digitaux. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une belle prise de conscience par rapport à ces nouveaux enjeux et je trouve ça assez intéressant. Alexandre ? Moi, je vois une sorte de bouleversement permanent qui est assez intéressant à observer. Et quand on est dans le secteur du numérique, on se rend compte qu'on peut être très très rapidement has-been si on ne s'intéresse pas à tous ces sujets-là. Et ça, c'est assez amusant et ça montre que l'innovation, finalement, bien sûr, il y a des innovations qui viennent de centres R&D, etc., ou des grosses innovations qui bouleversent les choses, mais il y a tout un tas de petites innovations aujourd'hui qui viennent déverrouiller des freins dans le travail, etc. Et en fait, ça se passe partout. Ça se passe partout dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on doit tous être arrosés par l'innovation en permanence. Olivier ? Intéressant cette dame qui indique que le mail a changé sa façon de travailler, ce qui est certainement vrai, puisque maintenant, c'est plus tout à fait une innovation et il y a eu d'autres outils. Il va y en avoir d'autres, des gros outils de rupture qui vont effectivement toucher tous les métiers. Je pense à Copilot 365 qui ne va pas tarder à arriver. Ça va changer fondamentalement et l'événementiel et les relations d'entreprise. Donc, c'est intéressant de voir quand même que cette fois, l'acculturation est là et la présence des innovations de rupture ou incrémentales dans l'entreprise est perçue par nos concitoyens. Et j'espère juste que vous avez pu prévenir cette dame que maintenant son mail pourra être rédigé par une IA. On ne lui a pas dit. Erwan, selon toi, quelles sont les compétences requises pour encadrer et accompagner l'essor des outils digitaux qui sont encore rares sur le marché du travail ? Je pense que c'est déjà très important d'insuffler une culture d'innovation. Je pense que plutôt qu'une culture du blâme en entreprise, je pense que c'est très important de laisser place à des prises d'initiative et je pense que ça va favoriser ensuite l'adoption des outils digitaux. Et je pense qu'avoir une approche aussi agile, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que c'est très important d'itérer, d'avoir plutôt un horizon court terme pour tester des choses, avoir une approche test and learn et de se dire je teste tel outil, je vois si ça fonctionne, si ça m'intéresse, est-ce que ça fonctionne parce que mon entreprise est suffisamment mature pour l'utiliser, est-ce que ça ou au contraire, est-ce que je n'ai pas forcément trop d'intérêt. Mais je pense qu'une approche test and learn
pour adopter ces outils est très importante et je pense que la formation aussi est primordiale. On voit souvent la formation comme un coût, on la voit plutôt chez Wold en tout cas comme un investissement. Est-ce qu'il y a des outils auxquels on doit vraiment s'intéresser aujourd'hui ? Forcément, ChatGPT, mais là je ne vais pas être très original. On a une multitude de nouvelles IA qui peuvent aussi nous simplifier la vie. Donc je pense que les outils sont très nombreux, tout dépend aussi de notre secteur d'activité. Mais ce qui est génial avec l'essor de l'intelligence artificielle, c'est que finalement, on peut avoir une multitude d'informations à portée de main que l'on n'avait pas forcément. Moi, je viens d'un petit village à côté de Nantes où je n'avais pas forcément accès à un écosystème, soit d'entrepreneurs ou soit accès à de l'information d'une manière très rapide. Aujourd'hui, peu importe où on se situe, on peut avoir très rapidement un conseil juridique, finance, un coach nutritionnel, un expert gros hacking. On peut avoir toutes ces compétences grâce à l'IA. Et donc, je pense que la multitude d'informations, en tout cas, va favoriser l'esprit entrepreneurial. Alors, justement, comment l'intelligence artificielle transforme aujourd'hui les métiers traditionnels selon toi ? Et quelles opportunités est-ce que ça crée pour les professionnels ? Alors, pour moi, il y a forcément, lié à l'essor de l'IA, un gain de productivité. On va gagner du temps sur des tâches qui seraient très répétitives. On va aussi booster la créativité. On a la possibilité aujourd'hui de designer un logo en quelques minutes sans passer par un graphiste ou une agence. On va aussi pouvoir, je pense, prendre des décisions de manière beaucoup plus rapide parce qu'on a accès, une fois de plus, à une multitude de données, une quantité de données très importante. Et donc, je pense que ça risque de, en effet, limiter peut-être certaines prises de risques ou en tout cas de permettre de prendre des décisions de manière beaucoup plus rapide. Est-ce que tu as des exemples d'usage à nous présenter ? Ouais, alors si je reste dans le domaine du recrutement, typiquement aujourd'hui, un candidat pourrait créer un CV en quelques minutes sans avoir une expertise sur des outils particuliers ou sans avoir des qualités rédactionnelles incroyables, mais simplement en racontant ses expériences, l'IA va pouvoir générer son CV. Dans le domaine également de la médecine, on voit que les médecins pourraient passer beaucoup plus de temps avec leurs patients et moins sur la rédaction de comptes rendus ou des tâches un petit peu plus administratives. Les fonds d'investissement peuvent maintenant scanner un marché de manière beaucoup plus rapide, analyser les performances, la structure d'une société, avoir des comptes rendus, des notes de synthèse et ensuite prendre des décisions si oui ou non ils leur paraissent légitimes d'investir. Chez Wold, par exemple, on l'utilise pour effectuer nos comptes rendus avec les entretiens candidats, on l'utilise aussi pour les comptes rendus de rendez-vous de prospection, pour les synthétiser, et on a aussi des outils qui nous permettent de retranscrire et de synthétiser une visio. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. On peut se concentrer maintenant sur et regarder presque dans les yeux finalement notre interlocuteur et moins être concentré sur la rédaction du compte rendu, etc. Donc voilà, une multitude en tout cas de cas d'usage. Alexandre, quel est ton avis sur ce sujet ? Alors, j'ai un avis un petit peu partagé sur certains aspects. Je pense que quand il s'agit de documentation ou d'éléments qu'on a en interne dans une entreprise, l'intelligence artificielle a un usage qui nous apporte une certaine compétitivité. Mais Erwan, tu parlais par exemple tout à l'heure d'analyser un marché ou ce genre de choses. Et on se rend compte, par exemple, quand on utilise ChatGPT, que quand on analyse un marché, en fait, on n'a pas les sources, on ne sait pas d'où les chiffres viennent. Et on a un peu ce sujet-là. Au-delà de l'aspect de d'où viennent ces données, est-ce qu'on a le droit de les utiliser, hein, ça, c'est aussi ça. Mais il y a le problème des sources quand même et de la véracité de ce que ChatGPT nous apporte. En revanche, effectivement, sur des éléments qu'on a en interne, je vois par exemple, nous chez DocaPost, on a développé une IA générative sur la synthétisation de documents médicaux et qu'on met à la main en fait des professionnels de santé pour qu'ils puissent faire des comptes rendus médicaux, etc. Donc en fait, c'est des documents qu'ils ont eux, qui mettent dans la machine en quelque sorte, et ils ont un peu l'essentiel pour prendre des décisions. Et là, moi, je trouve qu'il y a une vraie utilité parce qu'en fait, on gagne des heures, des jours, des semaines peut-être, hein, sur des documents qui peuvent faire 90 pages, 100 pages. Olivier, un avis ? Je vais aller dans le même sens, à une différence près, c'est que ça ne va pas changer, ça a déjà changé la façon de travailler. Les visios auxquels je participe aujourd'hui, dans 80% des cas, j'ai un assistant d'intelligence artificielle qui est connecté à cette visio et qui produit les comptes rendus, les décisions qui ont été validées et les next steps pour chacun des intervenants. Donc, ça n'est pas du futur, c'est déjà une réalité, en tout cas dans mon environnement, pour 80% des visios auxquels je participe.
Selon vous, doit-on craindre une suppression massive de l'emploi liée à l'émergence de l'IA? Erwan, ton avis? C'est sûr que si on écoute l'étude récente de Goldman Sachs qui annonce 300 millions de pertes d'emplois dans le monde liées à l'émergence de l'IA, on n'a pas de quoi être très optimiste. Je crois qu'il y a aussi une étude récente d'Harvard qui dit qu'à peu près 50%, un petit peu moins de 50% de nos emplois dans les 20 prochaines années seraient remplacés par un ordinateur. Donc si on se fie principalement à ces études, on n'a pas de quoi être très optimiste. Par contre, moi je le suis un petit peu plus parce que, en tout cas à date, derrière toute intelligence artificielle, il y a encore une intelligence humaine. Moi je vois beaucoup plus l'IA comme un super collègue plutôt que celui qui va me remplacer. Ce qui est certain, c'est que sur cette révolution technologique, on n'est pas simplement sur le remplacement de tâches manuelles, mais beaucoup plus sur la possibilité, en tout cas, de remplacer certaines tâches beaucoup plus créatives. Je ne pense pas qu'un écrivain ou un scénariste, il y a 4-5 ans, pensait pouvoir être remplacé. Donc pour moi, il y a un vrai chamboulement par rapport à ça. Mais aujourd'hui, pour les développeurs, par exemple, c'est sûr qu'ils peuvent augmenter leur productivité par 4, 5 ou 6, mais ils restent encore maîtres de la machine, c'est eux qui donnent les informations. On fait atterrir et décoller des avions, on pourrait le faire de manière totalement autonome, il y a encore un pilote à bord, il y a encore un commandant de bord. On parlait tout à l'heure de l'analyse dans le domaine de la médecine qui pourrait être accélérée, pour autant les décisions finales seront prises de manière collégiale par les médecins. Donc je reste encore assez optimiste. Pour moi, le bouleversement il va se faire en effet sur les métiers, mais beaucoup plus sur les tâches au sein de ces différents métiers. Merci Erwan. Alexandre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors ça va un peu dans ce sens-là, mais en moins négatif, j'ai envie de dire. Moi, je pense que l'intelligence artificielle n'égalera jamais le cerveau humain, ne sera jamais à notre niveau et sera toujours donnée pour des tâches plutôt subalternes et moins intéressantes. Je ne fais pas partie de ces gens qui croient qu'un jour les robots vont dominer le monde. Je pense qu'en fait, on est en plein transfert et à chaque fois qu'il y a une révolution technologique ou autre, il y a toujours un transfert en fait d'un métier à un autre. Quand l'industrie robotique dans l'automobile est arrivée, ça n'a pas détruit des emplois, ça a fait un transfert petit à petit des savoir-faire, des métiers et des usages dans nos métiers, enfin la manière dont on concevait nos métiers. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va faciliter nos prises de décision, ça nous permettra d'aller plus vite, ça nous permet déjà d'aller plus vite, mais le robot ne peut pas réfléchir, en fait, il ne fait qu'obéir à une commande. Olivier, tu veux ajouter quelque chose? L'IA ne supprimera pas d'emplois. Ça, c'est mon leitmotiv. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. La réalité, c'est que ceux qui n'utilisent pas l'IA seront remplacés par les humains qui utilisent l'IA. L'IA va être un assistant. Il ne viendrait à l'idée de personne d'utiliser des feutres de couleur sur une feuille transparente pour préparer une présentation. Ceux qui ont quelques cheveux blancs savent de quoi je parle. Aujourd'hui, on utilise tous PowerPoint. Demain, on utilisera tous Copilot 365. C'est un outil, c'est un assistant qui ne remplacera pas l'homme. Et comme le dit Alexandre, je pense que Skynet n'est pas encore né. Mais en tout cas, je suis ravi qu'on partage un tel optimisme. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et notamment sur le micro-trottoir, on entendait beaucoup cette notion de peur. Mais en effet, moi, je vous rejoins pleinement. Je pense qu'il va y avoir forcément une évolution, mais pas forcément une suppression de nos emplois. Mais je pense que, notamment, nous, on commence à le regarder sur les CV des différents candidats. Ça va devenir, je pense, de moins en moins un nice to have, mais plutôt un must to have. Et je pense en effet que c'est très important d'évoluer avec cette révolution technologique et en tout cas de se tenir informé, de faire de la veille technologique. Moi, j'encourage vraiment à utiliser, à tester, à faire beaucoup de veille technologique pour justement mieux comprendre ces différents outils et mieux les maîtriser. Alexandre, comment chez DocaPost êtes-vous moteur de l'évolution de vos métiers et de vos compétences? Quelles actions mettez-vous en place pour anticiper la transformation numérique dans le monde du travail? En résumé, parce que ma question est un peu longue, quels sont vos faits d'armes sur la transformation, la marque employeur, DocaPost, le recrutement, l'innovation, etc. Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Beaucoup de questions, effectivement. Je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions. On va se concentrer sur l'innovation pour l'externe, c'est-à-dire pour nos clients. Et on va souvent oublier un petit peu l'interne. Et c'est souvent la cinquième roue du carrosse. Et c'est un petit peu dommage. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, en fait, la transformation à l'intérieur de l'entreprise. C'est souvent ça qui crée une sorte de cercle vertueux. Un collaborateur qui a l'habitude de travailler dans un monde innovant sera plus susceptible demain de proposer des choses innovantes à ses clients.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans le poste que j'ai moi chez DocaPost, on a lié la transformation avec la marque employeur. C'est bien dire qu'il y a une forme de bouleversement. Et la marque employeur qui, à une certaine époque, en fait, était vraiment concentrée sur la manière dont on communique à des personnes qu'on veut recruter, aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la marque employeur, son travail est d'agir pour le bien-être des collaborateurs, pour l'équilibre professionnel, pour la flexibilité. Et en fait, il y a une espèce de rapport de force qui s'est inversé, où on n'est plus tout simplement sur de la communication, mais on est obligé d'agir, et tant mieux. Nous, en interne, on fait pas mal de choses, finalement, pour acculturer un petit peu tout le monde aux évolutions technologiques, via notre direction de l'innovation, bien entendu. On a créé, par exemple, un lab Inno en interne, qui est dédié à l'interne, où on met en place un certain nombre de pilotes, de projets pilotes sur certains sujets, notamment l'IA générative, puisqu'on en parlait juste avant. Comment on peut faire évoluer le métier, par exemple, de SEO avec de l'IA générative. Comment on peut faire de la traduction automatique qui s'améliore en permanence. Comment on peut faire évoluer le métier de développeur informatique via l'intelligence artificielle. Et nous, on le fait via ce Labino. Et là, ça a vocation à être généralisé un petit peu dans toute l'entreprise. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que là, ces personnes-là qui sont dans ce Labino font de la veille et petit à petit essaient d'apporter des nouveaux sujets, de nouvelles manières de travailler. On a aussi un centre de formation, un institut de formation au sein de l'entreprise qui travaille aussi bien pour les clients que pour nous en interne et qui nous forme sur tout un tas de sujets qui peuvent nous aider. Donc chaque business unit dans l'entreprise en fait donne un petit peu ses besoins et l'institut de formation crée des formations. Je vous donne un exemple, on a tous été plus ou moins formés, notamment chez les développeurs, pas moi, à la formation du low-code chez nous, parce que c'est un sujet qui a vocation à se développer, donc on est tous formés à ça. Donc ça c'est un des deuxièmes sujets. On est en train avec le Labino également de développer un métaverse pour usage interne par exemple, au sein de DocaPost, qui permettrait de créer une forme d'expérience pour le collaborateur un peu plus immersive de la vie de l'entreprise, puisqu'on est une entreprise qui est située dans 86 sites dans le monde. Donc en fait, les collaborateurs ont besoin de se retrouver, ont besoin de parler ensemble, ont besoin de travailler sur des choses, et via un univers qu'on est en train de créer un peu particulier. On va créer un pilote très prochainement de recrutement pour des développeurs informatiques dans le métaverse, par exemple. Très très bonne pratique. Alors, ce podcast a pour vocation d'acculturer et de donner des conseils aussi pratiques aux auditeurs. Alors, quels sont vos conseils pour les décisionnaires de TPE, PME ou ETI ? Erwan, commençons par toi. Moi, je pense une fois de plus que c'est très important d'acculturer, d'évangéliser, de donner la parole, de sensibiliser justement et d'avoir cette approche test and learn, c'est-à-dire de pas forcément arriver avec une vague d'innovation ou d'outils à maîtriser, mais plutôt petit à petit de tester, de faire tester, de prendre les retours d'expérience et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Pas à pas. Exactement. Olivier, un avis, un conseil. À destination des PME, TI et toute entreprise, ces nouvelles technologies sont des outils. Toujours se demander si le nouvel outil qui va être à ma disposition me permettra une plus grande productivité, une plus grande pénétration de marché. Alexandre, ton avis ? Mon premier avis, c'est déjà peut-être d'écouter tous les conseils d'Erwan, parce que finalement, il fait du conseil dans l'innovation, donc c'est un peu son sujet, donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site de son entreprise. Mais spécifiquement pour les PME et les TPE, il faut que l'innovation vienne pour déverrouiller les choses, pour simplifier la bureaucratie, l'administration, en fait, pour que le chef d'entreprise, qui n'a pas pléthore de personnes autour de lui, puisse se concentrer en fait sur son métier. C'est surtout ça en fait. Il faut que ça simplifie la vie des gens. Au niveau des collaborateurs des entreprises, il peut y avoir des redondances, mais est-ce que vous avez des sujets en particulier, des conseils en particulier à leur adresser ? Je pense que pour les collaborateurs, c'est très important de se former, d'être en veille, d'être à l'écoute et de passer du temps sur le test de certains outils, de voir une fois de plus ce qui peut améliorer leur quotidien ou ce qui ne semble pas utile. Mais je dirais que la formation, pour moi, c'est un élément clé. La formation, Olivier, quelque chose à ajouter ? La formation, toujours, ça, s'informer, s'acculturer. Et pour les collaborateurs, n'hésitez pas à proposer à votre encadrement des innovations pour améliorer vos tâches, pour rendre plus agréables vos tâches. Et n'hésitez pas à vous acculturer et en faire profiter votre entourage professionnel. Alexandre ? Alors, je suis d'accord avec les deux propositions précédentes. La seule chose, c'est que
pour que chaque collaborateur en fait soit force de proposition, il faut leur créer un environnement propice à ça. Et je sais que nous, dans notre entreprise, notre intérêt, c'est justement ça, c'est de faire un pas de côté à chaque collaborateur pour qu'ils puissent être force de proposition et voir comment ils peuvent voir sous un autre prisme leur métier et le penser différemment. Et en fait, ça nécessite une prise de recul, et d'être en capacité finalement de se retirer de son travail du quotidien, du day-to-day, en fait, pour pouvoir se poser les bonnes questions. Et c'est très, très compliqué parce qu'en fait, on a tendance à s'enfermer dans une routine, là où il faudrait en permanence se poser les questions. Olivier, est-ce que tu as des outils ou des ressources à nous partager ? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est relativement exhaustive. C'est There is an AI for that, qui est un site web qui recense en temps réel l'ensemble des IA, mais aussi des tâches opérationnelles que couvrent ces IA. Donc, c'est une grosse source d'inspiration. On peut avoir un accès très facile à ChatGPT, ne serait-ce qu'au travers de Bing, qui est une vraie source d'information sur un domaine que l'on ne connaît pas. Alors, il faut faire attention à ce que répond ChatGPT, mais ça reste une source d'information pour avoir une synthèse sur un sujet nouveau. Et puis, toujours pareil, testez si vous trouvez une tâche qui peut être réalisée par une IA, installez-la, testez-la, vérifiez que ça soit une valeur ajoutée pour vous et utilisez-la si elle vous permet de gagner du temps ou de gagner de l'argent sur votre marché. Merci à tous les trois pour vos conseils. Je vous propose maintenant d'écouter Olivier qui va nous ouvrir les chakras de la réflexion. Olivier, c'est à toi. Le Web3 a eu sa période hype avant de redescendre peut-être plus vite qu'elle n'est montée dans le paysage médiatique au profit des nouvelles hypes comme l'IA dont nous avons beaucoup parlé. Il n'empêche, les coûts sont partis, la technologie sous-jacente à chacune est une lame de fond qui progresse et c'est assez unique, parallèlement dans l'IT d'entreprise et dans le spectre législatif. À l'avant-garde du cadre opérationnel avec la loi Pacte pour la blockchain et depuis peu avec les premiers bacs à sable européens, mais également l'IA Act et tout ce qui va suivre, l'Europe devient le creuset opérationnel des technologies du futur. Mais l'accélération de l'innovation se développe en dehors des préoccupations du citoyen, parfois peu informé, peu intéressé, troublé par d'autres informations et accaparé par son quotidien. La vague annoncée du Web3, déclinée sous forme de wallet, de crypto-euros, de tokens ou de NFT, va les submerger, tandis que l'IA va devenir l'assistant permanent des collaborateurs. Mais pourquoi faire ? Le Web3, c'est aussi le métaverse pour apprendre, se divertir, se cultiver, travailler, se rencontrer avec l'aide ou non de l'IA. Il se décide un monde nouveau, avec son cortège d'early adopteurs et de réfractaires, répartis selon cette bonne vieille courbe de Gauss, laissant le ventre mou du centre de la courbe face à ces nouveautés comme une poule devant un couteau. On parle du souffle de la remise en cause des modèles existants, spatial, temporel, de la modification des valeurs du travail, des relations entre les individus et de la relation avec le monde extérieur. La remise en cause des modèles existants est une source de progrès, de liberté et de diversité. La modification des valeurs du travail est une opportunité de s'épanouir, de se réaliser, de se former. Faciliter la relation entre les individus est une occasion de se connaître, de se comprendre, de se respecter en étant connecté, solidaire, bienveillant. Un monde imaginé et façonné par quelques-uns, pour le bien de tous, toute innovation vise à améliorer la condition humaine, sans considérer parfois les effets collatéraux qu'ils engendrent, ou si peu, pour ceux qui ne monteront pas dans le train déjà en marche, ou parce que quelques-uns en détournent l'usage initial. Les réseaux sociaux en sont l'exemple le plus récent. Alors la transformation par la technologie, tremplin pour un monde meilleur ou passeport pour la nouvelle idiocratie, pour ceux qui n'ont pas la ref, CF, le film éponyme de 2007, vous avez 4 heures. Erwan, Alexandre, Olivier, merci de nous avoir partagé vos connaissances et vos points de vue. Nous vous mettons toutes les ressources citées dans la description de l'épisode. À bientôt et belle journée. À bientôt. Merci, à très vite. Merci Marie. Merci. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Inno. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver Tendance Inno sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WagMeTrends. À bientôt pour un nouvel épisode placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là,
continuez à explorer, à innover et à créer.